Eh bien, tout le monde, c'est un grand honneur d'accueillir à nouveau dans le studio Monsieur Larry Johnson. C'est un ancien analyste de la CIA et c'est en fait la première fois qu'il participe à notre podcast ici. Larry, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Pouvez-vous vous présenter brièvement à tout le monde? Nous en parlions plus tôt et je sais que vous avez travaillé avec les forces spéciales, la CIA. Vous avez de nombreuses années d'expérience dans la planification de stratégies militaires. Je pense que c'est un point de vue fascinant pour notre public. Oui, j'ai eu la chance d'avoir une expérience très variée. À la CIA, j'ai travaillé un peu du côté des opérations, mais j'ai passé la majeure partie de mon temps en tant qu'analyste. Après avoir quitté cet endroit, je suis allé au département d'État, au bureau de la lutte contre le terrorisme, comme directeur adjoint du programme de formation antiterroriste et de la sécurité des transports. Je me suis chargé des questions politiques de ces domaines. Après avoir quitté le gouvernement en 93, j'ai travaillé dans le conseil, j'avais ma propre entreprise de conseil, et plus tard je me suis associé avec d'anciens agents de la DEA. Nous avons mené des enquêtes internationales sur le blanchiment d'argent. Et en plus de cela, j'ai passé 23 ans à écrire les scénarios des exercices militaires pour la Delta Force et l'équipe SEAL 6. J'ai donc travaillé avec les forces d'opération spéciales pendant presque un quart de siècle. J'ai donc beaucoup de connaissances. Enfin, j'apporte un mélange unique. Je comprends le volet renseignement. Je comprends le volet politique, du département d'État. Et je comprends la dimension militaire et de sécurité nationale de tout cela. Oui, absolument. Eh bien, je ne pouvais pas imaginer un meilleur invité à recevoir dans notre émission en ce moment, alors que nous examinons la prochaine guerre que les États-Unis ont malheureusement déclenchée. Vous savez, Claire, j'aimerais avoir vos premières impressions à ce sujet parce que, selon mon analyse, je pense que les États-Unis ont largement sous-estimé la puissance de l'Iran. Et je pense qu'en réalité, nous avons ouvert la boîte de Pandore, ce qui pourrait potentiellement faire dégénérer la situation en quelque chose de bien plus grave que ce à quoi nous nous attendions au départ. Quelles sont vos premières impressions alors que nous entamons maintenant le 4e jour de ce conflit et au vu des images qui nous parviennent du Moyen-Orient? Quelles sont vos premières impressions? Eh bien, tout d'abord, je suis entièrement d'accord avec votre point de vue. Lorsque l'histoire de tout cela sera écrite, la décision de Donald Trump de faire la guerre, de déclencher une guerre alors que l'Iran n'avait pas attaqué les États-Unis. L'Iran ne menaçait pas les États-Unis. Les États-Unis ont fait cela pour une seule et unique raison, apaiser Israël. Et je crois que les États-Unis vont payer un prix terrible pour cela. Votre affirmation selon laquelle l'Occident a gravement sous-estimé l'Iran ne pourrait pas être plus exacte. Vous savez, revenons au 13 juin de l'année dernière, lorsque Israël a lancé une attaque de type Pearl Harbor, conçue pour décapiter la direction iranienne. Ils ont réussi en grande partie à tuer un grand nombre de hauts responsables iraniens. Et il a fallu environ 12 heures à l'Iran pour se ressaisir et riposter. Cette fois encore, en utilisant la ruse de « Oh, nous voulons vous réunir pour discuter et voir comment les négociations vont avancer ». Nous avons utilisé cette ruse, les États-Unis l'ont fait, pour attirer l'ayatollah Khamenei, le ministre de la Défense, le chef des gardiens de la Révolution, le chef des services de renseignement, à une réunion lors de laquelle ils ont alors été frappés par un missile de croisière Tomahawk, les tuant tous. Et en moins d'une heure, l'Iran ripostait déjà. Alors que l'année dernière, cela leur avait pris 12 heures. Cette fois, seulement 1 heure, grâce à des préparatifs avancés. Tous les commandants ont reçu l'ordre. Si votre supérieur est tué, alors vous êtes seul pour prendre des décisions, et vous tirez où vous voulez tirer, et continuer. Oh, ce qui est remarquable, c'est que dans les premières 48 heures, à cause des attaques contre les bases américaines, principalement celles à Bahreïn, le quartier général naval de la 5e flotte, puis à Al-Udeid, au Qatar qui se trouve en dehors de Doha, à l'ouest de Doha. Ils avaient 2 grandes stations radars qui jouaient un rôle crucial dans la surveillance de tout le trafic aérien, la détection des lancements de missiles et la prédiction de leur trajectoire. L'Iran a détruit celle-ci dans les premières 48 heures, a détruit la plupart des bases militaires américaines, ou a créé une telle menace sur ces bases que le personnel américain les a abandonnées, est parti ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux.
Je n'aurais jamais cru que quelqu'un prédirait que l'Iran forcerait les États-Unis à quitter le Golfe. Maintenant, en plus de cela, l'Iran s'est emparé, sous la direction du CGRI, du détroit d'Ormuz. Il est fermé. Aucun trafic maritime ne sort de là pour l'instant. Ils en sont à leur 4e jour. Donc je vois samedi, dimanche, lundi, mardi. En fait, on entame maintenant le 5e jour, parce qu'il est maintenant mercredi matin en Iran. Donc, 5 jours. Chaque jour, 21% du pétrole mondial sort de là-bas. En ce moment, il n'en sort pas. Une part importante du GNL mondial, le gaz naturel liquéfié, provient du Qatar. Ça ne sort pas. Et cela ne crée pas seulement un problème au niveau des exportations, mais ces pays du Golfe dépendent aussi fortement des importations, de nourriture, d'eau, pour rester ces lieux de vacances luxueux qu'ils sont devenus. Donc l'Iran subit. Oui, l'Iran subit des dégâts, mais l'Iran inflige aussi beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, la couverture sur les réseaux sociaux n'est plus celle observée pendant la guerre des 6 jours, ou celle de 12 jours en juin dernier. Eh bien, pourquoi donc? Eh bien, cela a quelque chose à voir avec Larry Ellis et son contrôle sur TikTok. Et les autres plateformes de médias sociaux ont été contrôlées de la même manière par le groupe sioniste. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Parfois, il s'agit de sionistes juifs, parfois de sionistes chrétiens, mais tous tentent de contrôler l'information. Mais j'ai eu une conversation plus tôt aujourd'hui avec Stanislav Kropivnik, Stas, comme on l'appelle. Il a servi dans l'armée américaine et était en passe de devenir commandant lorsqu'il a démissionné. Il est en Russie et il voit des choses sur les réseaux sociaux que nous ne voyons pas. Et il a dit, Tel Aviv devient Gaza. En d'autres termes, Tel Aviv subit le traitement de Gaza. Ce qu'Israël a fait à Tel Aviv, l'Iran est en train de faire à... Ce qu'Israël a fait à Gaza, l'Iran est en train de le faire à Tel Aviv. Donc, nous sommes dans une situation où les États-Unis, franchement, mentent sur beaucoup de choses qui se passent. On ne peut pas croire quand ils disent « Nous détruisons tous ces lanceurs ». Peut-être. Mais nous avons eu cette semaine, en mars dernier, lors de l'opération Roofreader au large du Yémen, en mer Rouge. Les États-Unis n'ont pas réussi à les détruire, des milliers de missions. Ils n'ont pas réussi à détruire les lanceurs. Donc maintenant, vous me dites que l'espace aérien en Iran est contesté. Il n'est pas incontesté, alors que l'espace aérien au Yémen était incontesté. Donc vous me dites que dans un environnement de combat plus létal, nous faisons un meilleur travail pour détecter les lanceurs mobiles que ce que nous pouvions faire au Yémen. De plus, au Yémen, nous avions 2 fois plus de porte-avions que maintenant. Il n'y en a plus qu'un dans la région. L'autre s'est retiré par crainte d'être coulé. Beaucoup de choses n'ont pas de sens, comme hier, le plus gros enfumage. Oh, les Koweïtiens ont abattu 3 de nos avions F-15 Eagle Tirami. Quoi? Chacun de ces avions est équipé d'un transpondeur IFF, identification ami ennemi. Ce transpondeur, ce n'est pas une question de pilote qui l'active ou le désactive, il est intégré au système de défense aérienne au sol. Maintenant, je pourrais comprendre qu'un F-15 soit abattu accidentellement. Mais pas 3. Non, ces 3-là, ils ont été abattus par les Iraniens. Ils les ont descendus. Oui, statistiquement. Ce serait presque impossible d'avoir ces trois-là, non? Ouais. Vous voulez dire qu'il y a un idiot koweïtien qui, vous savez, faisait la même erreur encore et encore. Oh, il y a un avion. Non, il arrive sur nous. On va l'abattre. Et tu sais, les Koweïtiens eux-mêmes ne servent pas ces systèmes patriotes, si c'est prétendument ce qui l'a abattu. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a été abattu par l'Iran, probablement avec un S-300, une plateforme de défense aérienne fournie par la Russie. C'est ça. Larry, je pense que ce que nous voyons en ce moment est une guerre très différente de celle que nous avons vue auparavant au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Nous voyons une énorme quantité de désinformation qui provient maintenant de l'administration Trump. On voit vraiment l'administration Trump essayer de se démener et de sauver la face en essayant essentiellement de couvrir ses traces. Je pense vraiment que le public américain, républicain comme démocrate, ne soutient pas du tout cette guerre. Je pense que Donald Trump a encore un long chemin à parcourir. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il doit encore beaucoup faire pour gagner cette guerre? Je veux dire,
Comment pourrait-il bien transformer cela en victoire à l'avenir avec ce qui se passe en ce moment? D'accord. Êtes-vous assez âgé pour vous souvenir de George H.W. Bush et de sa célèbre promesse en 1988? Lisez sur mes lèvres. No, I wasn't. Oui. Il a dit, lisez sur mes lèvres, pas de nouveaux impôts. D'accord. Il a été élu. Oui, Il a gagné la première guerre du Golfe contre Saddam. les gens. Hurrah! Ils acclament George W. Bush. Et qu'a fait George H.W. Bush? Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté les impôts. Il s'est ensuite pris une raclée à l'élection suivante. Sa popularité s'est effondrée. Eh bien, qu'est-ce que Donald Trump disait pendant la campagne de 2024? Il a dit, je suis le premier président des temps modernes à ne commencer aucune nouvelle guerre, a-t-il déclaré lors de la Convention nationale républicaine en juillet 2024. Il a dit, ma politique étrangère va apporter la stabilité dans le monde. Il l'a ensuite répété à tous les rassemblements. Il dit, je promets de tourner la page à jamais sur ces jours insensés et stupides de guerre sans fin. Je ne vais pas commencer une guerre, je vais arrêter les guerres. Il est maintenant politiquement mort. Il est maintenant politiquement toxique. Je vais faire une prédiction maintenant. Et tenez-moi responsable. En novembre, les républicains perdront non seulement la Chambre des représentants, mais ils perdront aussi le contrôle du Sénat. Et Donald Trump sera mis en accusation. Et je crois que Donald Trump sera condamné. Et il sera le deuxième président depuis Richard Nixon à être forcé de quitter ses fonctions. Honnêtement, je suis du même avis, Larry. Je ne vois pas comment il pourrait survivre politiquement. Je pense que c'est une situation très différente de celle de 2003, lorsque la guerre en Irak a eu lieu. Et il y avait une campagne de relations publiques très réussie du gouvernement américain qui essayait vraiment de convaincre les citoyens américains que, eh bien, c'est ce qu'il fallait faire. La plupart des Américains étaient d'accord avec cela en disant « Oui, je vous crois. Nous savons que c'est vrai. Soutenons nos troupes. Nous soutenons nos troupes. Et ne voulons pas de pertes parmi nos soldats, mais nous refusons d'engager notre pays dans une nouvelle guerre longue au Moyen-Orient. » Eh bien, et vous savez, vous êtes assez âgé pour vous souvenir de l'ambiance politique qui régnait aux États-Unis le 10 septembre 2001 et de ce qu'elle était le 12 septembre 2001. Que s'est-il passé pendant ces 48 heures? Eh bien, après l'attaque du 11 septembre, les différences partisanes entre républicains, démocrates et indépendants se sont en quelque sorte dissipées. Les gens étaient réconcentrés sur le patriotisme. Nous sommes américains, nous avons été attaqués, nous allons rester unis. C'est exactement ce qui se passe actuellement en Iran. Ils ont été attaqués brutalement de l'extérieur. Ils pensaient négocier de bonne foi. Ils faisaient des concessions. Ils ne disaient pas aux États-Unis, absolument pas. Ils disaient, absolument. Jeudi, nous avons fait les meilleurs progrès jusqu'à présent et nous attendons avec impatience les discussions prévues lundi. Et à la place, les États-Unis lancent cette attaque surprise, exactement comme les Japonais l'ont fait à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Et ce faisant, les États-Unis ont tué 165 filles âgées de 6 à 12 ans. Incroyable. Et tu es fier d'être américain? Moi, non. J'ai honte d'être américain quand on fait ça. Honteux. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui a... J'ai 28 ancêtres qui ont combattu pendant la Révolution américaine. Donc j'aborde cela avec un amour de longue date pour ce pays. Mais quand nous agissons comme une bande de voyous meurtriers, ce que nous sommes, alors ne soyez pas surpris que, vous savez, on se demande, eh bien, pourquoi ces Iraniens scandent-ils mort à l'Amérique? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Eh bien, laissez-moi vous dire ce que nous leur avons fait. Avant ces dernières attaques, en 1980, nous avons encouragé Saddam Hussein à déclencher une guerre contre l'Iran. Saddam l'a fait. Et ensuite, peut-être que vous avez vu les photos, peut-être que non. Don Rumsfeld serrant la main de Saddam Hussein. Et que faisait Don Rumsfeld? Eh bien, nous nous assurions que les troupes de Saddam Hussein avaient les produits chimiques précurseurs nécessaires pour fabriquer des armes chimiques, des armes de destruction massive,
C'est nous qui fournissions cela. Et en utilisant ces armes de destruction massive, l'Irak a été responsable de la mort d'au moins 300 000 Iraniens. Et on se demande pourquoi l'Iran scande « mort à l'Amérique ». Bon sang, quand Daesh a tué moins de 4000 personnes, nous voulions la mort de Daesh et de tous ceux qui osèrent les soutenir. Ouais. Donc je suppose que le public américain a été tellement souvent trompé avec cette affirmation que l'Iran est le premier soutien du terrorisme. C'est absolument faux. C'est manifestement faux. Mais c'est l'histoire qu'on nous raconte, qu'ils ont tué des milliers d'Américains. Ce n'est pas vrai. Mais nous utilisons cela pour justifier d'aller faire aux Iraniens ce que nous prétendons qu'ils nous ont fait. C'est tellement triste. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, toi et moi sommes tous les deux citoyens américains. Je veux dire, juste, c'est difficile à accepter. C'est vraiment difficile à accepter de voir notre gouvernement agir ainsi. Et tu sais, Larry, je veux profiter de tes connaissances, tu sais, de ton immense expérience, tu sais, de tes nombreuses décennies d'études tactiques et tu sais, de tout ce que tu as appris sur ces missions et ce genre de choses. Je veux en savoir un peu plus sur ce qui rend cette guerre si difficile à mener. Et tu sais vraiment, encore quelques éclairages, par exemple, sur certains des missiles que l'Iran possède et sur la façon dont cette guerre va se dérouler. En ce qui concerne l'équipement dont disposent les deux camps, que se passe-t-il sur le champ de bataille? Je remarque que les États-Unis tirent des missiles à 1 million de dollars, tandis que l'Iran les neutralise avec des drones à 50 000 dollars. Il y a donc un grand écart. Peux-tu en dire plus? Eh bien, en gros, les États-Unis mènent une guerre aérienne, avec des avions à voilure fixe, et certains missiles lancés depuis ces avions. Et peut-être quelques-uns lancés depuis des sous-marins ou des destroyers. Mais le problème auquel nous sommes confrontés, et encore une fois, regardez l'histoire. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine, à commencer par l'Army Air Corps, a nourri ce fantasme que nous pouvions larguer assez de bombes pour gagner une guerre. Ça n'a jamais été le cas. Vous voyez toutes les bombes larguées sur l'Irak lors de la première guerre du Golfe, puis en 2003 nous avons dû envoyer des troupes au sol pour mener l'opération. Alors ne vous laissez pas influencer par les reportages actuels des médias qui disent « Oh, on a fait exploser ceci. Oh, on a fait exploser cela. Oh, ils ont frappé ça cette nuit à Téhéran. » Regardez simplement la guerre qui se déroule en Ukraine, les attaques que la Russie mène depuis 4 ans. Des centaines de frappes de missiles et de drones par jour, des centaines chaque jour. Probablement au moins 300 jours. Donc on parle de dizaines de milliers de frappes de missiles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cela a provoqué l'effondrement total de l'Ukraine et sa reddition militaire? Non. Maintenant, Je crois que la Russie va gagner cette guerre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut utiliser cela comme point de référence, comme standard de comparaison, pour mesurer à quel point un pays peut subir des destructions et comment il est capable d'endurer. Donc en ce moment, les États-Unis ont initialement déployé leurs 7 escadrons d'avions de combat F-35 de 5e génération. Ils en ont déployé certains sur la base du prince sultan en Arabie Saoudite, et d'autres sur la base aérienne Moafik al-Salti en Jordanie. Depuis le début de l'opération samedi matin, heure iranienne, ces 2 bases aériennes ont été attaquées par l'Iran, et les avions qui y étaient stationnés ont dû être déplacés ailleurs. Mais comprenez que les distances qu'ils doivent parcourir nécessitent au minimum 2 à 3 ravitaillements en vol, avant qu'ils ne puissent réellement se mettre en position. Pour lancer un missile air-sol, ou un missile de croisière Tomahawk, peu importe ce qui est lancé depuis ces plateformes, ou une bombe JDAM, c'est une autre possibilité. Voici donc les États-Unis. Nous ne pouvons pas déployer de troupes. Pour déployer des troupes, normalement, lorsque vous attaquez une force qui se défend, il vous faut un avantage d'au moins 3 contre 1. L'Iran compte 500 000 soldats répartis entre les gardiens de la révolution et l'armée iranienne. Donc cela signifie qu'il nous faudrait 1,5 million d'hommes. Notre armée actuelle dans le monde entier compte 472 000 soldats auxquels il faut probablement ajouter environ 110 000 marines. Nous sommes à peine au-dessus de 500 000, 600 000. Donc il nous faudrait plus d'1 an pour rassembler suffisamment de troupes
pour égaler cela, pour avoir les effectifs nécessaires pour entrer en Iran. Nous ne pouvons donc pas faire d'invasion terrestre. Si nous passons par des supplétifs comme les insurgés kurdes, ils seront anéantis. Alors, qu'en est-il de notre puissance navale ? Eh bien, je veux que vous vous rappeliez qu'en mars dernier, lors de l'opération Rough Rider, nous avions 2 porte-avions au large des côtes du Yémen. Ils sont accompagnés de 5 destroyers. Et la raison pour laquelle ils sont accompagnés de destroyers, c'est que ces destroyers mettent en place un écran défensif de missiles pour contrer toute menace entrante visant à attaquer les navires. Le problème avec ça, c'est que chacun de ces destroyers peut potentiellement transporter jusqu'à 96 missiles de défense aérienne. Et c'est là qu'on entre dans les calculs et les capacités dont vous parliez dans votre question. Pour chaque appareil ennemi qui s'approche pour attaquer un navire américain, vous allez tirer au minimum 2 missiles de défense aérienne. Et cela, que vous parliez de l'Aegis, du TAAD, l'arme de défense de zone à haute altitude, ou du missile Patriot. Au moins 2, parfois plus. Eh bien, une fois que ces missiles sont tirés depuis un destroyer, ce tube est vide. Et la seule façon de le recharger, c'est de se rendre dans un port à proximité où il y a des grues et où les munitions sont stockées, afin de pouvoir les recharger. Donc, Vous savez, ce n'est pas comme pendant la Seconde Guerre mondiale, quand nos cuirassés et nos destroyers, lorsqu'ils étaient à court de munitions, il y avait un ravitailleur, un navire qui venait s'amarrer à côté. Pensez-y comme à un hypermarché flottant. S'il s'approche, il a tout à bord. De la nourriture, des articles sanitaires, de l'eau et des munitions. Avant, on rechargeait sans quitter le champ de bataille. Maintenant, ils doivent le faire. Et avec la destruction de cette installation navale à Bahreïn, ils n'y ont plus accès. En plus, ils se retrouveraient piégés par la fermeture du détroit d'Ormuz. Ils essayaient aussi d'en construire une à Mascate, à Oman. Et ça, vous savez, c'est inefficace maintenant. Donc l'endroit le plus proche, c'est Diego Garcia, et c'est sous contrôle britannique. Ensuite, on arrive au problème de production pour les États-Unis. Nous fabriquons entre 600 et 800 missiles Patriot par an, quand tu réalises que tu vas en tirer au moins 2 par attaque. Et l'Iran, samedi, a tiré 140 missiles. Fais le calcul, ça fait 280 missiles Patriot. Donc rien que là, tu as environ 35% de la production annuelle partie en une seule journée. mince. Et donc, si cela continue pendant 3 semaines au même rythme, le stock de missiles de défense aérienne des États-Unis sera épuisé, tout comme celui d'Israël. Et à ce moment-là, l'Iran pourra tirer à volonté sur les différentes cibles en Israël, et sur ce qui reste des cibles militaires américaines dans les États du Golfe. J'ai vu un extrait vidéo hier qui montre un peu l'incompétence que nous voyons de la part de la Maison-Blanche. Écoutez ça. Il a dit qu'il y avait un plan. Il prend le Venezuela comme modèle, ce qui signifie pour moi qu'en arrivant, ils avaient déjà une certaine idée sur le terrain de ce qui allait se passer ensuite. Je peux vous donner une info de dernière minute sur l'affaire du Venezuela. Oui. Je sais qui a organisé tout ça. D'accord. Un vieil ami à moi. Comment ont-ils fait ça ? Souviens-toi qu'il y avait une récompense de 50 millions de dollars sur la tête de Maduro. C'est exact. Donc, des informateurs liés à la DEA, dont l'un était le chauffeur de Maduro, et 2 autres faisaient copartie de son équipe de sécurité. Ils collaboraient avec le gouvernement américain, et ils ont organisé toute cette opération. Elle a été réalisée pour obtenir la récompense financière. C'est de là que tout est parti. Wow. Et Trump, honte à lui, a refusé de payer la récompense. Oh mon Dieu. Donc tous ces gars ont coopéré, et maintenant ils se font avoir. Wow. Voilà une info de dernière minute. Cette histoire devrait sortir. Je sais que mon ami va la donner à Catherine Herridge, je crois. Et elle pourrait la révéler d'ici 1 semaine ou 2. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Les informations que la Delta Force a obtenues sont passées par mon ami et ses sources.
Ces informateurs. D'accord. Donc c'est un autre exemple où Trump ment, en prétendant qu'ils ont agi d'une certaine manière au Venezuela, alors que ce n'est pas le cas. C'était déjà fait. Tout a été entièrement acheté et payé, sauf qu'il n'a jamais rien rapporté. Il est comme une mauvaise machine à sous. Mon Dieu, c'est fou. Eh bien, je vous remercie d'avoir raconté cette histoire. Je veux dire, je ne l'avais pas encore entendue. J'espère qu'ils annonceront cette nouvelle et qu'elle deviendra nationale pour que tous les Américains comprennent. Cela montre bien, Larry, à quel point le gouvernement américain et ses dirigeants sont incompétents actuellement. Parce que s'ils pensent que le Venezuela ou s'ils pensent que l'Iran va être exactement comme le Venezuela, que ce sera une promenade de santé, qu'on va capturer Maduro et puis voilà, c'est fini. Nous sommes ensuite allés encore plus loin. Vous savez, nous avons assassiné l'ayatollah, vous savez, causé un nombre important de morts, comme vous l'avez mentionné plus tôt, avec ces écoliers qui ont malheureusement perdu la vie lors d'une frappe militaire. Je veux dire, cela a vraiment mis en colère toute une nation. Et comme vous l'avez dit, on peut comprendre pourquoi ils scandent ces slogans contre les États-Unis. Je veux dire, c'est basé sur ce que notre gouvernement leur a fait et c'est vraiment, vraiment malheureux. Oui. Non, c'est vrai, vous savez. Quand on revient en arrière et qu'on reconstruit l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Iran. Encore une fois, on raconte toujours l'histoire du point de vue où nous sommes la victime, où nous étions simplement en train de nous occuper de nos affaires, et ils nous ont attaqués sans raison apparente. Nous accusons l'Iran de l'attentat à la bombe contre l'ambassade des États-Unis à Beyrouth, en avril-mai 1983, suivi de l'attentat à la bombe d'octobre contre la caserne des Marines, ou le bâtiment où ils étaient logés à Beyrouth, qui a tué 241 Marines. Nous ignorons le fait que nous avions déployé des cuirassés dans la région, que ces cuirassés bombardèrent des villages chiites dans la vallée de la Bekaa et tuaient des hommes, des femmes et des enfants chiites. Et qu'il existait déjà des mouvements politiques qui n'avaient rien à voir avec l'Iran. Nous avons souvent accusé le Hezbollah de cette attaque en 1983, mais ce n'était pas le Hezbollah. Alistair Crooke était alors un officier du renseignement britannique, présenté comme diplomate, mais il appartenait bien au renseignement. Il a dit que ceux qui l'avaient mené étaient de ce groupe appelé Amal. Amal. Eh bien, Amal a été créé et organisé en 1972, 7 ans avant même que l'Iran n'existe. Donc, c'était un mouvement chiite qui existait avant l'Iran, et ce sont eux qui ont mené l'attaque, tué des Marines. Mais pourquoi ont-ils tué les Marines? Parce que nous étions là-bas en train de les tuer. Vous savez quoi? Donc, vous savez, mettons ça de côté. Et puis, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons commencé la guerre. Nous avons aidé Saddam Hussein à lancer la guerre contre l'Iran par l'Irak. Ils ont tué des centaines de milliers d'Iraniens. Quand nous sommes entrés en Irak en 2003, nous avons découvert ce groupe appelé les Moudjahidine el-Kaq, M-E-K. Et ils étaient tristement célèbres. Ils étaient décrits comme des islamistes marxistes. Maintenant, je ne sais même pas comment c'est possible, vous voyez. C'est comme parler d'un chien transgenre ou quelque chose comme ça. Mais ils ont immédiatement été pris sous l'aile de la CIA. Et même s'ils figuraient sur la liste du département d'État comme organisation terroriste étrangère, parce qu'ils avaient mené de fréquentes attaques terroristes, des attaques contre des civils à des fins politiques, ils ont reçu le soutien et la protection de la CIA. La CIA les a ensuite déplacés en Albanie, puis les a utilisés pour mener des attaques à l'intérieur de l'Iran. Et en 2012, Hillary Clinton, en tant que secrétaire d'État, les a retirés de la liste des terroristes. Des terroristes. Ils sont devenus des amis des États-Unis. Et donc, nous avons cette longue habitude de collaborer avec les groupes terroristes sunnites islamistes radicaux. Nous venons de le refaire en Syrie avec ce type, Al-Chada, qui était auparavant connu sous le nom d'Al-Jalani, chef de Hayat Tahrir al-Cham, qui avait en fait mené des attaques terroristes, décapitant des gens parce qu'il était, je cite, un sunnite dévot. Et c'était l'Iran qui combattait en Syrie contre Daesh, contre Al-Qaïda. Ce sont eux qui nous ont attaqués le 11 septembre. Voici l'Iran qui les combat, et nous prétendons que l'Iran est l'ennemi. Je veux dire, c'est tellement tordu, ça n'a aucun sens.
Et pourtant, le public américain continue d'être manipulé avec ces absurdités selon lesquelles l'Iran représenterait une grande menace pour nous, alors qu'en réalité, il aurait dû être l'un de nos meilleurs alliés dans la région. Beaucoup plus digne de confiance que les Saoudiens, les Qataris et les Émiratis, qui ont effectivement financé les mêmes terroristes qui nous ont attaqués le 11 septembre. On ne peut pas inventer ce genre de choses. C'est difficile à croire, vraiment, c'est difficile à croire tout ça, tu sais, et de voir à quel point l'incompétence a été flagrante. Encore une fois, j'adore t'avoir dans l'émission car tu apportes des années d'analyse et une grande connaissance. Larry, j'ai une question pour toi. Si tu conseillais encore la CIA et l'armée américaine, ce que je souhaiterais vraiment, car je pense qu'on serait bien mieux placé. Mais quelle serait ta stratégie en ce moment pour l'avenir par rapport à là où nous en sommes dans tout ça? Parce que je pense, comme on l'a mentionné au début, que Donald Trump s'est retrouvé à ouvrir une boîte de Pandore sans avoir la moindre idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je pense qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre. Où vont les États-Unis à partir de maintenant? Comment peuvent-ils réellement, tu sais, en gros, mettre fin à cette menace? Je veux dire, où est la porte de sortie ici? C'est ma question. Eh bien, et permettez-moi de dire, pour être juste envers Donald Trump, ce n'est pas son plan. Ce n'est pas lui qui est aux commandes. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Casey Jones, d'accord? Au lieu de dire qu'il conduit ce train complètement défoncé à la cocaïne, non, c'est un passager. Ce train, vous savez, je vais l'appeler le train de l'état profond. Et c'est une alliance entre des hauts fonctionnaires, de la communauté du renseignement, de la communauté militaire, et ensuite du monde de la finance et de l'industrie. Et c'est vraiment en quelque sorte un groupe relativement restreint mais important. Parce que ce que je dirais, c'est que si on prend du recul et qu'on se demande qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir, eh bien, au lieu de supposer que tous ces pays cherchent à nous arnaquer, à nous envahir, à nous conquérir, en réalité, c'est nous qui faisons cela. Donc en ce moment, par exemple, l'une des plus grandes bases, l'une des plus grandes stations de la CIA au monde, en termes de nombre de membres de la CIA par habitant, c'est-à-dire le nombre de personnel de la CIA affecté à un pays par rapport à la population de ce pays, c'est en Arménie. Pourquoi l'Arménie ? L'Arménie est située dans le Caucase. C'est l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. Mais elle se trouve aussi là, entre la Russie au nord et l'Iran au sud. Et pourquoi la CIA y mène-t-elle des opérations pour déstabiliser la Russie? La Russie au nord, l'Iran au sud. Donc, la CIA continue d'avoir. Son objectif est de s'assurer le contrôle du pétrole et du gaz en Iran, de provoquer l'éclatement de l'Iran en entités plus petites, de faire la même chose avec la Russie. Tout cela dans le but ultime de pouvoir encercler et vaincre la Chine. C'est le grand plan. Maintenant, Trump. Vous savez, il n'est qu'un acteur. Il pense qu'il est aux commandes. Et il est plutôt comme, vous savez, je ne sais pas si quand vous étiez enfant, vous vous êtes déjà assis sur les genoux de votre père ou de votre mère pendant qu'il conduisait une voiture et qu'il vous laissait faire semblant de conduire. Ça, c'est Donald Trump. oui, Il peut s'imaginer dire « Hé, regardez-moi, je conduis ». Vous savez, l'année dernière, quand il a accueilli l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour ce grand accord de paix, et qu'il n'arrêtait pas de les appeler l'Iberbadjan et l'Albanie. Il ignorait totalement qui il rencontrait, bordel. Parce que d'où venait cette réunion ? Cette réunion a été initiée par la CIA à cause de ce que la CIA poursuit dans le cadre de ses opérations secrètes, de ses actions clandestines. Donc c'est là que... Vous savez, à l'avenir, il faut commencer par démanteler la CIA. Nous devons la démanteler, la réduire en cendres, et tout recommencer. Parce qu'il nous faut une organisation qui ne soit pas redevable à ses intérêts extérieurs. Et son objectif principal aurait dû être de fournir des informations que le président doit absolument connaître pour assurer la sécurité de l'Amérique. Pas inventer des informations. Inventons des informations qui obligeront le président à agir d'une certaine manière, qui servira à nos intérêts économiques. Appelons-les ces intérêts financiers bureaucratiques, sans se soucier de ce que cela fait à l'Amérique.
Et c'est pour ça qu'on a eu guerre après guerre sans fin. Et si on remonte, il y a un livre sur mon étagère de Tim Weiner, Des cendres en héritage. Il raconte vraiment la première histoire des 50 premières années de la CIA. Et pendant tout ce temps, tout ce que nous faisons, c'est essayer de subvertir d'autres pays au lieu d'essayer de dire comment pouvons-nous nous entendre, comment pouvons-nous les aider, comment pouvons-nous vivre ensemble dans un monde pacifique. C'est très triste. Et je veux dire, nous connaissons ce célèbre extrait de Michael Pompeo lorsqu'il était directeur de la CIA qui a dit, vous savez, nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé. C'était en gros le manuel que j'ai appris, vous savez, pour devenir directeur de la CIA. Je suis surpris qu'il l'ait admis devant la caméra, mais cet extrait viral a été souvent montré. Bien sûr, ce sont des pays, c'est intéressant. J'évoque fréquemment la Chine dans mon travail sur YouTube. C'est un extrait très célèbre dans les médias chinois. À chaque mention du gouvernement américain ou de la CIA, ils le citent souvent, affirmant qu'ils savent ce qui se passe en coulisses et qu'ils ne croient jamais ce que vous dites, car vous mentez, volez et trichez. Et vous l'avez même admis quand vous étiez directeur de la CIA. C'est vraiment fou. Larry, j'ai encore une question à vous poser pour le podcast d'aujourd'hui et cela concerne vraiment l'avenir de tout ça et combien de temps vous pensez que cette guerre pourrait durer. Je pense que très similaire à l'Irak, quand je crois que c'était Dick Cheney, on lui a demandé combien de temps pensez-vous que cela va durer? Il a dit, j'ai une grande confiance en nos troupes. Je pense que nous pouvons régler cela en peut-être des semaines, même pas des mois, peut-être des jours. Ça pourrait durer quelques semaines, mais on va entrer et sortir rapidement. Bien sûr, cela s'est transformé en désastre. Nous avons vu l'Afghanistan qui a certainement connu 20 ans de combat sur le terrain. Je veux que nos auditeurs comprennent qu'aucun changement de régime mené par les États-Unis n'a réussi uniquement grâce à des bombardements, comme mentionné plus tôt. Une mission aérienne seule ne suffit pas. Ce que cela exige réellement, c'est d'avoir des troupes au sol. Je pense que l'exemple réussi serait probablement l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale ou vous pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais évidemment, c'était la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un effort considérable à ce moment-là. Les troupes au sol, une énorme perte de vies américaines, évidemment. Mais nous n'avons eu aucun succès au Moyen-Orient, absolument aucun. Alors, que pensez-vous du calendrier de tout cela et de nos efforts? Si l'Iran peut continuer à lancer des missiles au cours des 3 prochaines semaines, ils vont épuiser à la fois les stocks russes, israéliens et américains. Et s'ils continuent de maintenir le contrôle du détroit d'Ormuz et de bloquer le trafic maritime en provenance du golfe Persique, les États-Unis vont supplier pour obtenir un accord. Et je ne peux pas écarter la possibilité que les États-Unis aillent à supplier la Chine et la Russie en disant « Bon sang, aidez-nous !» Nous devons mettre fin à cela. Mais cela donne à l'Iran une position de négociation très puissante. Je pense qu'une chose qu'ils exigeraient probablement d'emblée, c'est que vous leviez toutes les sanctions économiques contre l'Iran. En premier lieu, je pourrais aussi le voir exiger que les Israéliens abandonnent Gaza, qu'ils quittent Gaza. Permettre que la sortie sud soit ouverte vers l'Égypte afin que le commerce et les échanges normaux entre l'Égypte et les Palestiniens puissent avoir lieu. Et il pourrait très bien être en position d'imposer ce genre de conditions. Je suis sûr qu'il serait également prêt à offrir certaines concessions concernant, vous savez, s'il continue avec l'interdiction religieuse de ne pas construire d'armes nucléaires. Ce que je ne peux pas exclure, c'est que le nouvel ayatollah, qui sera confirmé bientôt, s'il arrive et dit « Vous savez, nous avons essayé de vivre selon la loi de Dieu, et cela a conduit à la création de tous ces martyrs. Donc, nous devons maintenant trouver une justification religieuse. Nous devons nous protéger afin de protéger le peuple pour qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu, et l'Iran obtiendra rapidement une arme nucléaire. Ce que nous prétendions vouloir les empêcher de faire, nous l'aurons finalement déclenché et permis. Parce que nous avons tué le seul homme qui, pendant 36 ans, s'est opposé à la fabrication d'une arme nucléaire. C'est l'édit religieux de Khamenei qui a empêché l'Iran de la construire. Maintenant, il n'est plus là. Et si son successeur dit non, nous n'allons pas suivre cette voie. Boum, le génie est sorti de la lampe. Donc je pense que Trump va se retrouver face à une impasse, ou appelons ça une impasse.
Parce que nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas les troupes pour intervenir sur le terrain. Nous n'avons pas la force navale à déployer. Parce que si elle s'approche trop près du rivage, elle risque tout simplement d'être coulée. Et justement aujourd'hui, Trump a annoncé qu'il voulait garder le détroit d'Ormuz ouvert, en proférant de grandes menaces. Et sinon, nous allons envoyer notre marine américaine pour accompagner ces pétroliers. Bon sang, c'est suicidaire, ils sont des cibles faciles. Des cibles faciles. L'Iran les fera exploser en un clin d'œil, sans aucun remords. Ils saliveraient sûrement devant une telle opportunité. Donc Trump aime faire semblant d'être le grand dur, mais il va être démasqué comme étant assez faible et ayant stupidement déclenché une guerre qu'il ne pouvait pas finir. Et l'Iran va lui faire ravaler cela. Rappelle-toi, c'était « Tu penses vraiment ça ?» Les États-Unis, d'après des rapports du week-end, après le début de la guerre, ont contacté l'Italie pour voir si elle pouvait négocier un cessez-le-feu avec l'Iran, à condition que nous reprenions les négociations. L'Iran a refusé. Et absolument pas. Mais pourquoi pensez-vous que Donald Trump faisait ça ? Je veux dire, s'il gagne, comme il le dit, nous gagnons. Grande victoire. Si vous le battez vraiment, pourquoi relâcher la pression ? Vous savez, C'est comme dire, on mène 48-0 dans ce match de football américain. Et appelons à un cessez-le-feu. Appelons un temps mort. Et mettons-nous d'accord pour redémarrer le match d'une manière ou d'une autre, afin que vous ne soyez plus menés. 48-0. Ça n'arrive pas. Donc, vous savez, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est pire que ce qu'on pensait. wow. Eh bien, Larry, je veux simplement te remercier pour ces analyses incroyables parce qu'une grande partie de notre émission ici sur YouTube consiste à apporter à nos spectateurs des informations que vous ne trouverez pas dans les médias occidentaux. Vous ne trouverez pas ces analyses. C'est pourquoi le journalisme citoyen devient essentiel. Je veux vraiment te remercier. Je sais que c'était ta première dans l'émission, mais nous avons hâte de te revoir et de profiter de tes analyses et de ta connaissance de l'armée américaine et de la situation mondiale. Eh bien, Cyrus Jansen, merci beaucoup. J'apprécie l'invitation et je suis content de ne pas t'avoir fait fuir. Oh mon Dieu, c'est aussi une occasion d'apprendre pour moi. Donc, je pense que j'adore ces podcasts parce que c'est une occasion d'apprendre pour nos spectateurs, mais aussi pour moi-même, alors que nous essayons de naviguer dans ce monde fou dans lequel nous vivons. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Larry. Très bien, merci.